Madame, bonjour et bienvenue sur le Media News pour votre bulletin d'information. Le Premier ministre Abdelmalek Sellal effectue jeudi une visite de travail dans la wilaya de Ouargla, au cours de laquelle il va s'enquérir de l'état d'avancement de plusieurs projets socio-économiques. S'inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre du programme du Président de la République, cette visite permettra au Premier ministre d'inspecter, de lancer et de mettre en service divers projets, implantés dans différentes daïras de la wilaya, relevant des secteurs de l'habitat, de la santé, de l'agriculture, des ressources en eau, ainsi que de l'énergie, de l'enseignement supérieur et du tourisme. Selon le programme de visite, M. Sellal inspectera dans la wilaya de Tougourt le chantier d'un hôpital de 240 lits et lancera aussi les travaux de réalisation de 2 hôpitaux de 60 lits à Ruisset et Megarine, un projet de 1190 logements publics locatifs avant d'inaugurer une station de déminéralisation de l'eau. Il a aussi inauguré une ferme agricole et procédera à la remise de titres de concession à des agriculteurs ainsi que des décisions de crédit avant de lancer à Temassine un projet de 850 lots d'autoconstruction avec remise de titres de propriété. M. Sellal lancera en outre les travaux d'une centrale photovoltaïque 30 MW à El Hadjira avant de se rendre dans la daïra de Hassim Saoud où il doit lancer un programme de 2000 logements publics locatifs au niveau de la nouvelle ville. Dans la daïra de Ouargla, M. Sellal inaugurera la faculté de médecine et visitera le chantier d'un village touristique, fruit d'un investissement privé, dans la localité de Bour al-Haïcha, avec présentation de projets d'aménagement et de nouvelles zones d'activité, avant de présider une cérémonie de remise de titres de concession à des investisseurs. S'étendant sur une superficie de 163 233 km², pour une population de près de 640 000 habitants, la wilaya de Ouargla coiffe 10 daïras et 21 communes. Le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, a qualifié mercredi à Washington les résultats de la 3e session du dialogue stratégique entre l'Algérie et les États-Unis d'Amérique de positifs et prometteurs. Le chef de la délégation algérienne a ajouté devant la presse internationale que ce partenariat, qui est déjà fort, est profitable aux deux pays, se réjouissant ainsi d'accueillir le secrétaire d'État américain une nouvelle fois à Alger. L'Algérie est satisfaite de l'évolution de ce dialogue et des résultats obtenus jusqu'à présent. Votre visite en Algérie en 2014 avait ouvert plusieurs pistes pour que les deux pays puissent travailler et coopérer ensemble, a-t-il dit à la clôture de la réunion de ce dialogue, dont les travaux avaient débuté plus tôt le matin au niveau des experts. En ce sens, M. Lamamra a souligné que 3 ans après son instauration, le dialogue stratégique algéro-américain a eu un impact positif et tangible sur les relations bilatérales, et ce, dans tous les domaines. Sur le plan politique, Alger et Washington ont développé des partenariats stratégiques qui portent sur de nombreux dossiers. Selon M. Lamamra, renouvelons l'engagement de l'Algérie de renforcer sa coopération politique, économique et sécuritaire avec les États-Unis. Enchaînant sur la lutte antiterroriste, M. Lamamra s'est dit satisfait de la qualité et l'efficacité de la coopération entre les deux pays, ce qui constitue, a-t-il précisé, une source de satisfaction. L'Algérie et les États-Unis jouent un rôle de leadership dans le domaine de la lutte contre ce phénomène transnational qui menace la sécurité internationale, a indiqué M. Lamamra, rappelant aussi que l'Algérie est membre fondateur du Forum de lutte contre le terrorisme. Il a également rappelé qu'Alger vient d'organiser une réunion du groupe de travail sur le Sahel et qu'elle accueillera prochainement une conférence de haut niveau, organisée par l'Union africaine sur le thème du financement du terrorisme. Le ministre a salué en outre le sommet organisé dernièrement par les États-Unis sur le phénomène de l'extrémisme et de la déradicalisation, réaffirmant l'engagement de l'Algérie à lutter contre l'islamophobie. Il a souligné à ce propos que la stigmatisation est non seulement inacceptable, mais elle nuit davantage à nos efforts collectifs de lutte contre la propagande de l'extrémisme violent. Sur le plan économique, M. Lamamra a estimé que la coopération entre les deux pays a atteint un niveau sans précédent, faisant référence aux derniers forums et rencontres d'ordre économique et commercial entre les deux pays. Il a souligné que l'Algérie offre un environnement favorable et propice au commerce et l'investissement dans le but, a-t-il ajouté, d'encourager de manière efficace les investissements créateurs de richesses, d'emplois et de transfert de technologies. Sur le plan international, le chef de la diplomatie algérienne a indiqué au sujet du Mali que l'Algérie a opté pour une solution qui préserve l'intégrité territoriale de ce pays, soulignant la nécessité de créer les conditions nécessaires pour le développement économique du Mali. Dans le même sillage, M. Lamamra a réaffirmé l'engagement de l'Algérie de créer un Maghreb prospère, unifié et intégré, soulignant qu'au-delà de la pure rhétorique, l'Algérie démontre par ses actes toute sa solidarité active en faveur des pays voisins.
Nous avons apporté notre soutien total à la Tunisie pour lui permettre d'assurer avec succès sa transition démocratique. Nous sommes guidés par le même esprit de solidarité en ce qui concerne la situation tragique en Libye, a fait observer le ministre, réitérant que l'Algérie a constamment plaidé pour une solution politique comme étant le seul moyen de protéger l'unité et l'intégrité territoriale de la Libye. Pour ce qui est de la situation au Moyen-Orient, il a réaffirmé le soutien de l'Algérie à la lutte légitime du peuple palestinien avec Al-Quds pour capitale, exigeant de la part de la communauté internationale d'être à la hauteur de ses obligations vis-à-vis du processus de paix, lequel devrait être relancé pour parvenir à une solution juste et durable. S'exprimant sur le Sahara occidental, M. Lamamra a indiqué que l'Algérie continue de soutenir les efforts du secrétaire général de l'ONU ainsi que son envoyé spécial pour le Sahara occidental en vue d'une solution politique acceptable à même de permettre d'assurer l'autodétermination du Sahara occidental conformément à la Charte de l'ONU et ses résolutions pertinentes. Le projet de révision de la Constitution dont l'APN a reçu une copie comprend de profonds amendements et constitue un grand pas vers une véritable démocratie, a indiqué le président de l'APN, M. Mohamed Larbi Ould Khalifa, qui était l'invité de l'émission Hiwar Saad de la télévision algérienne. Le projet comprend également des principes en faveur de la séparation des pouvoirs, l'octroi de larges prérogatives au Parlement dans le domaine législatif et de contrôle, et l'accès à la responsabilité à travers le vote, a-t-il indiqué, appuyant sur l'importance de la participation de l'opposition à travers des propositions et des enrichissements sur ce projet. Si la mouture du projet de révision constitutionnelle demeure inchangée, le Parlement aura de larges prérogatives, notamment le retrait de confiance au chef du gouvernement qui sera responsable devant le Parlement et qui peut être issu du parti qui remporte la majorité lors des législatives, estimant qu'une marge de manœuvre plus grande sera accordée concernant le droit à l'exercice de l'action législative par l'opposition au sein du Parlement. À propos de la possibilité de faire passer ces amendements par voie référendaire ou en les soumettant pour adoption au Parlement, M. Ould Khalifa a précisé que cela relève des prérogatives du président de la République. À une question sur l'absence de commission d'enquête au Parlement, M. Ould Khalifa a estimé qu'il n'y avait aucun inconvénient à ce que ce genre de commission soit mise en place, ajoutant que les députés avaient le libre choix à ce sujet, sauf lorsqu'il s'agit de questions soumises à la justice, citant pour preuve le déplacement des députés à Ain Salah, Gardaya et autres. Pour ce qui est du manque d'assiduité dont font preuve les députés, le responsable a fait savoir que cette question relevait des présidents des groupes et partis qui détiennent l'autorité sur les députés, soulignant que ces derniers sont obligés d'assister aux séances de l'APN, sauf en cas de maladie ou dans des cas exceptionnels. S'agissant par ailleurs des protestations des habitants d'Ain Salah au sujet de l'extraction du gaz de schiste, le responsable a indiqué qu'aucun pays ne souhaite porter préjudice à son peuple. Il y a des preuves qui démontrent que cette question est orchestrée de l'extérieur, a indiqué l'intervenant qui a ajouté que l'Algérie est visée pour sa stabilité et ses richesses. Le ministère des Affaires étrangères a affirmé mercredi qu'il n'y avait aucun malentendu entre l'Algérie et le Royaume d'Arabie Saoudite et que les relations unissant les deux pays étaient solides, séculaires et exceptionnelles. Elles connaissent un développement constant et permanent, a affirmé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, M. Abdelaziz Ben Ali Cherif, qui répondait à une question de l'APS sur un prétendu malentendu entre l'Algérie et le Royaume saoudien, tel que rapporté par certains titres de la presse nationale. Les propos sur un prétendu malentendu sont dénués de tout fondement, car le rapatriement du Yémen de nos nationaux s'est effectué en parfaite et totale coordination avec l'Algérie, l'Arabie saoudite et les autres pays concernés, a insisté M. Abdelaziz Ben Ali Cherif. Une panne réparée sur place au Caire et des conditions climatiques défavorables ont retardé le décollage de l'avion algérien à destination de Sanaa, bien qu'il ait obtenu 3 fois de suite les autorisations nécessaires, a expliqué le porte-parole du ministère, ajoutant que ces mêmes conditions climatiques avaient retardé des opérations de rapatriement mises en place par d'autres pays. Le porte-parole qui a mis en exergue l'esprit de collaboration dont ont fait preuve tous les pays frères durant l'opération de rapatriement a salué hautement les efforts, le dévouement et le professionnalisme des cadres des différentes institutions algériennes pour que cette opération soit menée dans les meilleures conditions. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'armée nationale populaire relevant du secteur opérationnel de Boumerdès, première région militaire, a abattu 4 terroristes aujourd'hui à 7h30 du matin, lors d'une opération de poursuite et de ratissage menée près de la localité d'Ouad Ouaksar, commune d'El Kharouba, daïra de Boudouaou.
Cette opération de qualité a permis de saisir 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, un fusil semi-automatique de type Seminov, un pistolet automatique de type Beretta, 2 appareils radio sans fil, une paire de jumelles, une importante quantité de munitions, des moyens de détonation, 3 téléphones portables, 21 puces téléphoniques et d'autres objets. Suite à cette opération, un abri des terroristes abattus a été découvert et détruit, contenant une quantité de munitions et d'approvisionnement et une ceinture explosive. En Afrique du Sud, pour une visite historique de 2 jours sous le signe de l'économie, le président zimbabwéen et chef de l'Union africaine, Robert Mugabe, en a profité pour décocher quelques flèches à l'endroit de l'Occident et du Conseil de sécurité de l'ONU. Robert Mugabe n'avait pas mis les pieds en Afrique du Sud depuis plus de 20 ans. Le président du Zimbabwe et de l'Union africaine s'y est rendu mercredi pour une première visite d'État depuis 1994, visant à renforcer les relations économiques entre les deux pays. Lors de sa visite officielle, le chef de l'Union africaine a profité de sa tribune pour dénoncer le pillage des ressources naturelles par l'Occident. Les intérêts étrangers ont un appétit insatiable pour les ressources africaines, a-t-il déclaré. Par ailleurs, Robert Mugabe a souligné que sa visite officielle à Pretoria était le symbole de la victoire de l'Afrique sur la colonisation. Cette visite va assurément faire avancer les relations entre l'Afrique du Sud et le Zimbabwe pour le plus grand bénéfice des populations des deux pays, a déclaré Jacob Zuma, président de l'Afrique du Sud. Robert Mugabe a également dénoncé la domination des 5 membres permanents du Conseil des Nations Unies. Seule la Chine et la Russie nous supportent, a-t-il dit avant d'ajouter qu'il s'agissait d'un cirque. Il a accusé particulièrement les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, en lançant que ces puissances perturbent le monde arabe et le déchirent, citant en exemple la Libye et l'Irak. Des avions canadiens ont participé à une première mission de bombardement contre Daesh en Syrie, a annoncé mercredi le ministre de la Défense, Jason Kenney, qui a indiqué sur son compte Twitter que des CF-18 avaient bombardé la garnison de Daesh à Raqqa, à environ 160 km à l'est d'Alep. Raqqa est considérée comme la capitale du groupe extrémiste. M. Kenney n'a fourni aucun autre détail sur cette attaque, se contentant d'écrire que le rôle du Canada en Syrie était de s'assurer que Daesh ne puisse plus compter sur aucun sanctuaire dans la région. Le ministre semblait pressé à annoncer cette intervention, ayant devancé sur Twitter le communiqué officiel de la Défense nationale. Les conservateurs, profitant de leur majorité, ont fait adopter par la Chambre des communes une résolution approuvant la prolongation de l'intervention militaire du Canada contre Daesh en Irak et son expansion en Syrie. La frappe aérienne des 2 CF-18 canadiens, à l'aide de munitions à guidage de précision, a été menée à la suite du processus de planification et de coordination exécuté avec les partenaires de la coalition, a indiqué la Défense nationale. Au total, 10 avions de la coalition, dont 10 appareils américains, ont participé à cette frappe aérienne à temps précisé. Les forces armées canadiennes ont accru leur participation aux opérations menées par la coalition internationale pour soutenir les forces de sécurité en Irak pendant une période pouvant durer jusqu'à 12 mois, soit jusqu'au 30 mars 2016, et ont élargi les frappes à la Syrie. La Défense nationale a indiqué que 3 autres sorties avaient eu lieu précédemment dans le ciel de la Syrie, soulignant que ces sorties constituent de précieuses occasions d'évaluer de nouvelles zones d'opération. Le général Tom Lawson, chef d'état-major de la Défense, a déclaré que cette première frappe aérienne des forces armées canadiennes contre les capacités de Daesh en Syrie avait été exécutée avec succès, sans donner plus de détails. La chaîne francophone TV5 Monde a été piratée mercredi soir par des individus se réclamant de Daesh, qui l'ont empêché d'émettre et ont pris le contrôle de ses sites internet pendant quelques heures. L'attaque a eu lieu mercredi vers 22 h. TV5 Monde semblait avoir repris le contrôle de ses pages Facebook depuis minuit, mais son site internet restait en maintenance jeudi matin. On a repris la main sur Facebook et Twitter, a déclaré le directeur de TV5 Monde, Yves Bigot, peu avant 2 h jeudi. Quant aux émissions de la chaîne, on commence à pouvoir réémettre un programme sur un certain nombre de zones. Mais nos systèmes ont été extrêmement détériorés par cette attaque d'une puissance inouïe et le retour à la normale va prendre des heures, voire des jours, a-t-il ajouté. Toutes les émissions de TV5 Monde ont été coupées entre mercredi 22 h et jeudi vers 1 h, la chaîne affichant alors un écran noir. Des documents présentés comme des pièces d'identité et des CV de proches de militaires français impliqués dans les opérations contre Daesh ont été postés sur le compte Facebook de TV5 par les pirates. Le cybercalifat est en train de rechercher les familles de militaires qui se sont vendus aux Américains, affirmaient encore les pirates sur Facebook. Soldats de France, tenez-vous à l'écart de l'État islamique.
Vous aurez la chance de sauver vos familles, profitez-en. Pouvait-on lire dans un message de pirate publié sur Facebook pour accompagner ces documents. Au nom d'Allah le tout clément, le très miséricordieux, le cybercalifat continue à mener son cyber-djihad contre les ennemis de l'État islamique, ajoutait le texte. Le message accusait le président François Hollande d'avoir commis une faute impardonnable en menant une guerre qui ne sert à rien. C'est pour ça que les Français ont reçu les cadeaux de janvier à Charlie Hebdo et l'hyper-cacher, ajoutaient les pirates. C'était là notre dernière information. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à vous. Au revoir.